Bonjour à tous, donc je voudrais vous parler aujourd'hui d'un arrêt un peu fracassant, entre guillemets, que la Cour de cassation a rendu donc le 23 juin 2021, et si la vidéo est un peu longue, j'essaierai de faire une timeline en dessous de celle-ci, comme ça vous pourrez vous repérer plus facilement, et identifier d'emblée les passages qui vous paraissent les plus intéressants, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet arrêt. Du point de vue, d'abord, de la solution qui a été retenue par la Cour de cassation concernant les promesses unilatérales, la Cour de cassation fait un revirement que l'on n'espérait plus, donc ça c'est déjà très important pour ceux qui s'intéressent aux droits des obligations. Voilà, ça mérite qu'on analyse exactement ce que dit la Cour de cassation. Et à mon avis, ce revirement de jurisprudence, il est discutable. Donc ça, c'est du point de vue du fond, en fait, de la solution. Du point de vue de la forme, c'est un arrêt qui est très intéressant aussi pour deux raisons, parce que ça nous renseigne sur ce que devient la jurisprudence, d'accord. C'est une vaste question de savoir qu'est-ce que c'est que la jurisprudence. Et là, en fait, il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est que la première chose, c'est que la Cour de cassation, en fait, dans cet arrêt, vous avez une illustration de la Cour de cassation qui accepte de revenir sur sa propre doctrine. Dans une précédente vidéo sur cette chaîne assez récente d'ailleurs, je vous ai expliqué que dans un arrêt d'assemblée plénière du 2 avril 2021, la Cour de cassation avait accepté pour la première fois de revenir sur sa propre jurisprudence, sa propre doctrine, et là en l'occurrence, quand vous relisez les faits, vous voyez que en fait l'affaire avait déjà été portée une première fois devant la Cour de cassation le 6 décembre 2018, et lorsqu'on regarde cet arrêt, que vous trouverez le lien sous cette vidéo, vous verrez que la Cour de cassation avait à l'époque retenu la solution classique qu'elle réitérait depuis une dizaine d'années. Et là, donc l'affaire revient devant la Cour de cassation une deuxième fois, et cette fois la Cour de cassation fait un revirement de jurisprudence et elle retient une solution qui était diamétralement opposée à celle de son précédent arrêt de 2018. Donc vous voyez que voilà, vous avez un exemple là de ce qu'on appelle le fait que la Cour de cassation revienne sur sa propre doctrine. Ça c'est bon, le premier intérêt. Deuxième intérêt du point de vue de la jurisprudence, c'est que cet arrêt, c'est un exemple de ce que l'on appelle un revirement de jurisprudence par anticipation, ou ce qu'on appelle également un revirement de jurisprudence prospectif. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, je vous ferai une vidéo entière là-dessus parce que il y a beaucoup d'exemples différents de ça, et c'est quelque chose que moi, par exemple, je plaide fréquemment. Pourquoi je plaide ça fréquemment ? Eh ben, l'idée, en fait, elle est simple. Vous avez, j'instruis un pourvoi et je me rends compte que, la jurisprudence de la Cour de cassation, la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, elle est ouvertement contre les intérêts de celui que je défends. Donc j'ai en face de moi, vous voyez, une jurisprudence de la Cour de cassation qui me donne tort. Et en même temps, la loi nouvelle, le droit, il a changé depuis, d'accord ? Donc la loi, elle a changé et elle dit maintenant l'inverse de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation. Et vous voyez bien que dans ce cas-là, on ne peut pas invoquer la loi nouvelle, parce que la loi nouvelle, elle n'est pas rétroactive. Elle n'est pas rétroactive, donc on ne peut pas dire à la Cour de cassation appliquer cette loi nouvelle à des faits qui sont antérieurs. Mais ce qu'on peut suggérer à la Cour de cassation, c'est de dire interpréter les textes antérieurs en fonction de ce que dit le droit désormais. Vous allez faire un revirement de jurisprudence, vous allez délaisser votre ancienne jurisprudence pour retenir, en interprétant les textes anciens, exactement la même chose que ce que nous dit dorénavant le droit. C'est pour ça qu'on appelle ça un revirement de jurisprudence par anticipation ou prospectif, parce qu'en fait, dans ces cas-là, la Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence pour qu'il y ait une continuité avec sa solution actuelle et le droit qui va être bientôt applicable. Le revirement de jurisprudence prospectif, c'est quand la Cour de cassation, finalement, elle anticipe, sans la faire rétroagir la loi nouvelle, elle anticipe en fait l'application de la loi nouvelle en faisant que sa jurisprudence soit déjà en fait raccord avec cette nouvelle législation. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire que
Et on en arrive à l'arrêt. Rappelons rapidement les faits. Un couple consent une promesse unilatérale de vente. La promesse unilatérale de vente, c'est quoi? C'est un contrat, un avant-contrat. Ça, c'est très important de le garder en tête. Un avant-contrat dans lequel le vendeur dit pendant une durée de 6 mois, ou de 3 mois, ou de 1 an, je m'engage à vous vendre cet appartement si de votre côté vous avez réussi à obtenir un financement et si vous levez l'option. D'accord? Donc ça, le vendeur, en fait, il s'engage à ça. Il dit, je vous promets de vous vendre à vous, et vous avez un délai pour obtenir vos financements qui est de temps. De l'autre côté, l'acheteur, parce que généralement c'est toujours des promesses unilatérales de vente, on peut avoir des promesses unilatérales d'achat, mais c'est plus rare. Donc l'acheteur de son côté, lui, il verse en fait une indemnité d'immobilisation, donc il fait un chèque généralement de 10% du prix de la valeur du bien qu'il veut acquérir, donc il fait ce chèque et il obtient ses financements et après il dit je lève l'option et donc la vente, il y aura un deuxième contrat, un contrat de vente chez le notaire et dans ce contrat de vente on va déduire en fait du prix de vente l'indemnité qui a été versée lors de la promesse unilatérale de vente. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, en fait c'est pour sécuriser le fait que vous puissiez bien en tant qu'acheteur acheter ce bien. Qu'est-ce qui peut se produire? C'est que en fait le vendeur conclut une promesse unilatérale de vente, et puis à un moment donné, il dit non, finalement j'ai plus envie de vendre, donc il se rétracte, et donc il rompt la promesse unilatérale de vente. Et donc l'acheteur derrière, il dit, moi je lève l'option, je veux acheter, et le vendeur lui dit, mais non, j'ai rompu ce contrat, je ne vous vends plus. Et là, en gros, c'est ce qui s'est passé, c'est que vous avez un couple qui conçoit une promesse unilatérale de vente de leur appartement. Après, le couple divorce, la femme récupère le logement et donc elle se rétracte de cette promesse. Et les acheteurs disent non, nous on veut quand même acheter, et donc ils assignent en justice pour essayer d'obtenir, et on va voir, c'est ça tout l'enjeu du litige, qu'il y ait une vente forcée. Donc la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que la rétractation par le vendeur de sa promesse, est-ce que cette rétractation, elle est valable et est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle fait obstacle à ce que le contrat authentique de vente soit conclu ou pas? Et on en arrive donc à cette motivation développée de la Cour de cassation. Vous avez en fait un arrêt, qui est un arrêt très important, qu'on enseigne toujours dans les cours de droit des obligations. C'est cet arrêt du 15 décembre 93, qui est un arrêt publié au bulletin, où la troisième chambre civile avait dit que, et c'est ça la solution, la levée de l'option postérieure à la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, de sorte que la réalisation forcée de la vente ne pouvait ordonner. Je vous réexplique ça en termes clairs, c'est très simple. La Cour de cassation nous dit, le vendeur, le promettant, celui qui avait promis, s'il se rétracte, eh bien il rompt la promesse unilatérale de vente. Et donc la levée de l'option par l'acheteur, par le bénéficiaire de la promesse, la levée de l'option qui est postérieure à la rétractation, eh bien elle est tardive. Le contrat de promesse unilatérale, il est rompu au moment où le promettant se rétracte, et donc la levée de l'option, elle intervient après la rupture du contrat, et donc elle ne peut produire aucun effet juridique. Et par voie de conséquence, le bénéficiaire de la promesse qui a été rompue ne peut pas solliciter qu'il y ait une vente forcée du bien immobilier. Pourquoi? Parce que cette vente forcée, on ne peut pas condamner le promettant à la souscrire, entre guillemets, puisqu'il avait déjà rompu sa promesse, il avait repris sa liberté. Donc ça, cet arrêt de la Cour de cassation, en fait, c'est pas du tout le seul. C'est-à-dire que toute la doctrine s'est focalisée sur cet arrêt, sauf que la Cour de cassation, elle avait rendu des arrêts bien longtemps avant, qui étaient déjà dans ce sens-là, et elle a continué ensuite
à maintenir cette position. Et d'ailleurs, je vous expliquais que l'espèce qu'on est en train d'étudier, elle était déjà venue devant la Cour de cassation, et effectivement, dans l'arrêt de 2018 que vous avez ici, la Cour de cassation réitère cette position constante qu'elle avait depuis des années, depuis au moins 2 décennies, la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale postérieurement à la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, et la réalisation forcée de la vente, c'est-à-dire la conclusion forcée de la vente, ne peut être ordonnée. D'accord ? Donc, vous aviez d'un côté la Cour de cassation qui retenait cette solution de manière absolument constante. Et on va essayer de comprendre pourquoi elle avait retenu cette solution, et pourquoi cette solution, à mon sens, était tout à fait pertinente. Mais toute la doctrine, je vous ai dit, toute la doctrine était vent debout et remontée contre la Cour de cassation, et elle critiquait de manière très véhémente, parfois presque violente, cette solution de la Cour de cassation. Et je pense que s'il y a un article à lire de toute la doctrine là-dessus, c'est l'article de Denis Mazot au JCP en 1995. C'est un article qui est très drôle, voilà, c'est du Denis Mazot tout craché. Et je me rappelle quand on se croisait dans les couloirs à Assas, on avait longuement discuté de son article. Je lui avais expliqué que j'étais pas tout à fait d'accord avec lui, mais il en démordait pas. Il était vraiment à cheval sur sa position. Je ne serais pas étonné d'ailleurs qu'il vienne commenter cet arrêt pour dire à quel point il avait été génial dès 95. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, toute la doctrine était contre, et parmi cette doctrine, parmi ces universitaires, il y en a certains qui ont travaillé à la réforme du droit des obligations, qui a débouché donc sur une ordonnance de 96 qui a modifié en fait donc toute cette partie du Code civil concernant le droit des obligations, et désormais dans le Code civil vous avez donc un article 1124, et dans cet article 1124, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit la promesse unilatérale, c'est un contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Par conséquent, alinéa 2, donc, la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis, et le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. Donc vous voyez bien que là, la doctrine, elle a réussi à insérer dans le Code civil cet article 1124 qui brise la jurisprudence antérieure de la 3e chambre civile. Autrement dit, les universitaires ont fait un tel lobbying qu'ils ont réussi à mettre dans le Code civil leur volonté, à coucher leur volonté et la solution qu'ils proposaient dans le Code civil. Et dans l'arrêt que vous avez sous les yeux, eh bien la Cour de cassation fait un revirement de jurisprudence par rapport à cet arrêt de 93. Et elle va interpréter le droit antérieur, d'accord, le droit d'avant 2016, les articles 1101 et 1134 du Code civil, d'accord, dans leur rédaction antérieure, nous dit bien la Cour de cassation, à l'ordonnance de 2016, elle va interpréter donc ces articles-là en fonction, pour retenir une solution qui est exactement celle de l'article 1124 du Code civil actuel. Donc vous voyez bien que la Cour de cassation, elle ne fait pas rétroagir l'article 1124 du Code civil qui n'était pas encore applicable puisqu'il a été voté après, d'accord, mais elle va faire évoluer sa jurisprudence pour retenir, dans le cadre de l'interprétation des textes anciens que sont l'article 1101 et 1134, une solution qui est identique avec le droit qui est actuellement applicable. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle vraiment un revirement de jurisprudence par anticipation. Autre chose aussi, quand je vous ai parlé donc que la Cour de cassation acceptait de revenir sur sa propre doctrine, eh bien l'Assemblée plénière, dans son arrêt, elle vous dit qu'est-ce qui permet à la Cour de cassation de revenir sur sa propre doctrine ? Eh bien c'est parce que dorénavant, en fait, les arrêts de la Cour de cassation font l'objet d'une motivation développée. Et c'est ça qui confère à la jurisprudence la valeur d'une véritable norme. Et vous voyez que là, la motivation de la Cour de cassation, elle est extrêmement développée, et ça va nous permettre donc de faire un peu de droit des obligations, et de bien comprendre en fait tout le cheminement et tout le raisonnement que la Cour de cassation nous développe pour bien nous faire comprendre que elle a
raison, entre guillemets, elle a des raisons suffisantes, en tout cas, pour revenir sur sa solution antérieure. Donc la solution antérieure, elle est donc rappelée ici, et vous allez dire, mais c'est quoi la sanction, en fait, du promettant qui rompt sa promesse? Eh bien, cette sanction, c'était, nous dit la Cour de cassation, tout simplement, des dommages et intérêts. Alors, ce qu'ajoute juste après la Cour de cassation, c'est que, voilà, ce que disait la doctrine à propos de cet arrêt de 93, c'est qu'en fait, la promesse unilatérale de vente, elle ne différait en rien d'une simple offre. D'accord? Et c'est ce que nous dit la Cour de cassation ici. D'accord? Elle nous dit la promesse unilatérale de vente, c'est pas une simple offre. D'accord? À la différence de la simple offre de vente, la promesse unilatérale est un avant-contrat. Ça, c'est très très important et vous allez voir, on va revenir sur cette question. C'est un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l'exercice de la faculté d'option du bénéficiaire et à la date duquel s'apprécient les conditions de validité de la vente, notamment s'agissant de la capacité du promettant à contracter et du pouvoir de disposer de son bien. Alors revenons un peu sur chacun de ces éléments, ce qui sont très importants. Donc en gros, ce que nous dit la Cour de cassation ici, c'est que dès la promesse unilatérale de vente, le vendeur, il donne son consentement à la vente. Il n'aura pas besoin de réitérer son consentement lors de l'acte authentique de vente devant le notaire. Et ça, c'est ce que écrivait donc Denis Mazot dans sa note, c'est ce que écrivait la doctrine à ce moment-là pour critiquer la solution antérieure, c'était de dire que dans la promesse, le consentement à la vente de la part du vendeur, il est déjà irrévocable. Et donc, le vendeur ne peut pas revenir dessus. Donc, vous voyez, c'est plus qu'une offre, parce que l'offre, on peut la rétracter à tout mouvement. Avec la promesse, on a irrévocablement aliéné son consentement à la vente. Et d'autre part, c'est au moment de la conclusion de la promesse unilatérale de vente que l'on regarde si le promettant, donc là en l'occurrence le vendeur, il a la capacité de contracter et le pouvoir de disposer de son bien. Et là, c'est important. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, entre-temps, le couple avait divorcé. Donc, au moment de la levée de l'option, en fait, c'était seule la femme qui avait récupéré le bien, alors que, au moment de la promesse, le bien appartenait à elle et à son mari. Et donc, la Cour de cassation nous dit, on va cristalliser dans le temps la capacité du promettant à contracter et son pouvoir de disposer du bien, et on va regarder ce qui s'est passé au moment de la promesse unilatérale de vente. Si au moment de la promesse unilatérale de vente, le promettant, il avait la capacité et il avait le pouvoir de disposer de son bien, eh bien ça suffira pour forcer l'acte de vente authentique après. Donc voilà ce que nous dit la Cour de cassation. Elle nous dit la promesse unilatérale de vente, c'est plus qu'une simple offre de vente. Et on va revenir là-dessus parce que je suis pas d'accord avec ça. Deuxièmement, nous dit la Cour de cassation, et ça, c'était en fait un autre fondement juridique qui était invoqué dans la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, c'était l'article 1142. L'article 1142, dans sa version ancienne d'avant 2016, il vous disait que les obligations de faire ou de ne pas faire, elles se résolvent en dommages et intérêts. C'est-à-dire que si vous méconnaissez votre obligation de faire, eh bien vous serez condamné à des dommages et intérêts, et c'est pour ça d'ailleurs que la Cour de cassation disait que la violation par le promettant de son obligation de faire se résout en dommages et intérêts. Mais cet article 1142 du Code civil, pendant longtemps, pendant les années 90, on disait, voilà, les obligations de faire, quand vous vous engagez à faire quelque chose, eh bien si vous ne le faites pas, vous ne pouvez qu'être condamné à des dommages et intérêts. Et à la fin des années 90, début des années 2000, on a dit, mais en même temps, on pourrait aussi sanctionner le non-respect des obligations de faire par une exécution forcée. D'accord? Dire, vous vous êtes engagé par exemple à construire une maison, vous n'avez pas construit la maison, au départ on vous sanctionnait en vous faisant payer des dommages et intérêts, et puis à la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu des décisions de jurisprudence qui disaient non, vous vous êtes engagé à faire cette maison, vous ne l'avez pas faite, eh bien je vous condamne à construire cette maison. D'accord? C'est ça, une exécution en nature. D'accord? Les dommages et intérêts, c'est en fait le fait de sanctionner
par équivalent. On vous dit, vous n'avez pas fait ça, eh bien vous paierez l'équivalent, d'accord, de ce que vous n'avez pas fait. Et l'exécution en nature, c'est de dire, vous vous êtes engagé à faire ça, eh bien je vous condamne, sous astreinte, à faire ce pourquoi vous vous êtes engagé. Et c'est ce que nous dit ici donc la Cour de cassation dans son paragraphe 10, c'est que pendant longtemps, on a considéré que 1142 ne pouvait être sanctionné que sous la forme de dommages et intérêts, d'accord ? Mais à la fin, et notamment, vous voyez, dans un arrêt de 2007, on a considéré que on peut parfaitement, sur le fondement de l'article 1142, poursuivre l'exécution forcée de la convention lorsque celle-ci est possible. Ce qui veut dire ici que, eh bien, la Cour de cassation laisse entrevoir que son ancienne jurisprudence de 93, elle était devenue désuète. Le fait que le promettant rétracte sa promesse n'empêche pas, y compris au regard de l'article 1142 du Code civil, qu'on le condamne à exécuter de manière forcée la vente par acte authentique. Autrement dit, on peut paralyser en fait cette rupture de l'avant-contrat qu'est la promesse. On peut paralyser ça, neutraliser en fait les effets de la rupture de ce contrat en condamnant le promettant à conclure l'acte authentique. Et une fois que la Cour de cassation vous a rappelé tout ça, elle vous dit, bah voilà, en raison des trois choses que je viens de vous expliquer là, je dois apprécier différemment la portée juridique de l'engagement du promettant, etc. et tout. Là, la Cour de cassation dit, pour l'ensemble des raisons que je viens de vous donner, je vais faire évoluer ma jurisprudence, et je retiens désormais que le promettant s'oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l'avant-contrat sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire. Alors, il faut savoir que ces stipulations contraires, maintenant, elles sont devenues complètement usuelles, d'accord ? Mais si vous n'avez pas dans le contrat de promesse une clause qui permet au promettant de se rétracter, eh bien, dorénavant, en fait, dans le cadre d'une promesse, on s'engage définitivement, le promettant, il s'engage définitivement à vendre dès la conclusion de l'avant-contrat sans possibilité de rétractation. Et là, en l'occurrence, donc, patati patata, vous lirez la fin de l'arrêt là-dessus. Revenons maintenant sur une appréciation un peu critique de cette solution. Pourquoi je trouve que c'est une appréciation critique ? C'est qu'en fait, la solution antérieure de la Cour de cassation me paraissait beaucoup plus pertinente, et les critiques qui lui ont été faites par la doctrine me semblent quelque part erronées. Alors pourquoi ? Et je vais essayer d'être à peu près clair. En fait, la Cour de... Je vais résumer en fait la doctrine à Denis Mazot parce que je l'aime particulièrement. C'était un grand professeur avec qui j'ai beaucoup échangé sur cette question. Donc on va dire, voilà, c'est un dialogue entre le professeur Mazot et moi. Denis Mazot, en fait, dans son analyse, clarifions encore. Ce qui est important dans cette situation, c'est que vous avez deux contrats. Vous avez un contrat de promesse et un contrat de vente. Et dans chacun de ces contrats, il y a un échange des volontés. Et ce que fait Denis Mazot dans son analyse, c'est que il va, et ça je vous l'ai bien expliqué tout à l'heure, il dit le promettant, il a déjà consenti à la vente lors de la promesse de vente. Autrement dit, Denis Mazot, il ne respecte pas l'autonomie des deux contrats que constituent la promesse et ensuite la vente. Pour lui, en fait, la vente, elle a déjà eu lieu pour le promettant dès le moment de la promesse. Dès la promesse, en fait, il a déjà dit oui à la vente, ce qui fait qu'avec la levée de l'option, eh bien, le contrat de vente est parfait. C'est ça son raisonnement. Mais quand il dit ça, il est en train de vous dire, il n'y a en fait pas deux contrats, il n'y a qu'un seul contrat. En fait, la promesse unilatérale de vente, c'est en réalité le contrat de vente, d'accord ? La levée de l'option, c'est l'échange des consentements qui fait que la vente a lieu. Eh bien, donc ça veut dire que dans ces cas-là, il n'y a pas de promesse. Ce que le promettant et le bénéficiaire concluent, c'est pas une promesse de vente, c'est déjà la vente, puisque lorsque il conclut cette promesse, le vendeur a déjà dit oui à la vente, et l'acheteur, quand il lève l'option, dit oui à la vente, et l'échange des volontés se fait à ce moment-là.
Donc en fait, l'analyse qui a été faite par la doctrine, toutes les critiques qui ont été faites à la Cour de cassation, elle repose en fait sur une négation du fait qu'on a bien un avant-contrat et un contrat. D'accord ? Donc en fait, ils ont voulu mettre dans la promesse unilatérale de vente plus que ce qu'il y a réellement, au point de vider de toute substance l'acte de vente derrière. Si on raisonne comme le fait Denis Mazot, mais il n'y a même pas besoin d'aller devant un notaire pour faire l'acte authentique de vente. Parce que tout a eu lieu déjà dès la promesse unilatérale de vente. Le vendeur a déjà dit oui à la vente de son bien, et la levée de l'option, c'est l'échange de l'acheteur de son consentement, ce qui fait que l'échange des consentements, mais il a lieu dans le cadre de l'exécution de la promesse unilatérale de vente. Et il n'y a pas besoin de réitérer cet échange des consentements après, dans le cadre d'un acte notarié, parce que l'échange des consentements, il a déjà eu lieu dans le cadre de l'exécution de la promesse unilatérale de vente. Donc voilà, en fait, pour moi, le reproche que l'on peut faire à la doctrine et le reproche que l'on peut faire d'ailleurs à cet article 1124 du Code civil. Et pourquoi la solution de la Cour de cassation antérieure me paraît beaucoup plus juste, c'est que cette solution antérieure, elle respecte bien le fait qu'il y avait bien deux contrats autonomes. Bon, certes, il y a une certaine interdépendance entre eux. C'est-à-dire que si vous signez la promesse unilatérale de vente, c'est dans l'optique de signer ensuite un contrat de vente. Et si vous, réciproquement, si vous signez ce contrat de vente, c'est parce que au préalable, vous aviez fait cette promesse unilatérale de vente. Mais ça reste deux contrats distincts. Et il y a bien deux échanges des volontés qui auront lieu consécutivement dans le temps. Et l'acte de vente, c'est un véritable acte de vente. Le vendeur et l'acheteur se retrouvent devant le notaire pour signer, dans un acte authentique, cet échange de consentement qui se manifeste à ce moment-là, et à ce moment-là seulement. D'accord ? Le vendeur, il accepte de vendre quand il est devant le notaire lors de l'acte authentique de vente. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a donc dans la promesse unilatérale de vente ? Quelle est la consistance de cette promesse unilatérale de vente ? C'est ce que dit Mazot. C'est, en gros, qu'est-ce qui différencie la promesse unilatérale de vente d'une simple offre de vente ? Eh bien, c'est une très bonne question, et à mon sens, voilà l'analyse qu'a faite au moins la troisième chambre civile, et en tout cas qu'elle a faite pendant toutes ces années, pendant au moins plus de 2 décennies. C'est que la promesse unilatérale de vente, c'est un contrat très particulier. C'est un contrat très particulier puisque il fait naître une obligation de faire. D'accord ? Et cette obligation de faire à la charge du promettant, c'est tout simplement de dire « je m'engage, moi promettant, à maintenir mon offre vis-à-vis de telle personne, du bénéficiaire, je m'engage à maintenir mon offre pendant un certain temps, le temps qu'il se débrouille pour obtenir les conditions de financement de son, etc. » Donc vous voyez que le promettant s'engage dans le temps, dans le cadre d'un contrat à exécution successive qui va durer 6 mois si la promesse dure 6 mois, et il s'engage à maintenir son consentement à vendre à telle personne. Donc c'est bien une obligation de faire, et une obligation de faire qui est très particulière, puisque c'est peut-être le seul contrat qui existe en ce sens, où, eh bien en fait, le promettant, il s'engage tout simplement à maintenir son offre vis-à-vis de quelqu'un. C'est ça la consistance de la promesse unilatérale de vente, et quand on y réfléchit, ça ne peut pas être autre chose, d'accord ? Tout simplement, on dit « je maintiens mon offre vis-à-vis de vous », ce qui fait qu'un jour, eh bien, on se retrouvera devant le notaire, et à ce moment-là, je signerai l'acte de vente, parce que je me suis engagé à maintenir mon offre vis-à-vis de vous, et vis-à-vis de personne d'autre. Sauf que, comme tous les contrats, d'accord, on peut le rompre. Un contrat à exécution successive, le contrat de travail, on peut le rompre. Le contrat que vous souscrivez d'abonnement à EDF, GDF ou à Bouygues Télécom, vous pouvez le rompre. Eh bien, la promesse unilatérale de vente, qui est un contrat qui s'écoule dans le temps, qui dure dans le temps, eh bien, on peut le rompre. D'accord ? Le promettant peut parfaitement rompre la promesse unilatérale de vente. Et c'est quoi la sanction de ça ? Déjà, on a bien compris, le fait de rompre une promesse, c'est fautif. D'accord ? C'est une faute. Donc ça engage la responsabilité contractuelle du promettant qui n'a pas tenu l'engagement qu'il avait souscrit.
Mais comme dans toutes les problématiques de responsabilité, vous pouvez avoir une faute qui est énorme. Si elle n'a causé aucun préjudice, eh bien ma foi, elle ne sera pas sanctionnée. Et c'est ça en fait que, à mon avis, la doctrine a complètement oublié. C'est quoi le préjudice que subit le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ? D'accord ? Si le bénéficiaire pouvait d'emblée acheter l'appartement, il n'aurait même pas besoin d'avoir recours à une promesse unilatérale de vente. Il irait directement devant le notaire et il signerait l'acte authentique. Le promettant, il s'engage à maintenir une offre. Pourquoi ? Parce que le bénéficiaire de l'offre, il a peut-être pas les financements suffisants pour d'emblée acheter le bien. Donc il a besoin de temps. Il a besoin de temps pour pouvoir être en mesure d'acheter enfin le bien. D'accord ? Mais si la promesse est rompue entre-temps, c'est quoi son préjudice réel à ce bénéficiaire ? Il a simplement perdu la chance de pouvoir acquérir un bien qu'il n'était pas en mesure d'acquérir immédiatement. Donc d'une certaine manière, il lui fallait du temps. D'accord ? Et le temps a joué contre lui. Mais au final, son préjudice, c'est quoi ? Mais c'est juste de ne pas avoir pu acheter la maison de ses rêves. Bah, c'est pas très grave, quoi. C'est pas très grave. Ça ne justifie pas, en tout cas, que pour cette espérance déçue, on aille condamner le promettant à devoir signer l'acte de vente forcé devant notaire. Je veux dire, la sanction qui est dorénavant dans le Code civil à l'article 1124 et que la Cour de cassation reconnaît ici sur le fondement des textes antérieurs, la sanction de la réalisation forcée, c'est-à-dire le fait de condamner quelqu'un à vendre son bien malgré sa volonté, mais ça va bien au-delà du préjudice réel que pouvait subir le bénéficiaire. Donc en fait, il y a une disproportion dans la sanction par rapport au préjudice qui me paraît totalement délirante, quoi. Et si vous allez par exemple dans le code civil, donc là j'ai pris Dalloz par exemple, il vous explique bien donc en fait toute la doctrine qui avait été contre cet arrêt de 93, qui était braqué dessus. Et d'ailleurs l'arrêt, donc la note de Denis Mazot, elle est donc à JCP au numéro 22366. Mais vous avez également le professeur Fabre-Magnan qui dit que la conclusion forcée de l'exécution forcée de l'acte authentique de vente, c'est inconstitutionnel. C'est inconstitutionnel parce que c'est une atteinte qui est disproportionnée à la liberté contractuelle du promettant. Et pour l'instant, je n'ai pas connaissance de ça, mais j'aurais rêvé de pouvoir faire une chose pareille. C'est que il y aura une question prioritaire de constitutionnalité sur l'article 1124 la première fois qu'il va être invoqué en justice. Pour l'instant, j'ai pas connaissance. En tout cas, je suis toutes les QPC qui sont déposées dans la Cour de cassation et je n'ai jamais vu de QPC sur cette question, mais il y aura une QPC là-dessus. Et vous allez voir, si jamais le Conseil constitutionnel dit, bah finalement, ce deuxième alinéa, il est inconstitutionnel, la Cour de cassation, avec son revirement ici, va se retrouver un peu en porte-à-faux, donc il aurait peut-être mieux valu qu'elle maintienne sa jurisprudence antérieure. C'était peut-être pas nécessaire qu'elle fasse ce revirement de jurisprudence anticipé. En tout cas, voyez, moi ce qui me choque, c'est que l'on condamne le vendeur à la réalisation forcée de l'acte de vente, tout simplement parce qu'il a rétracté sa promesse avant, et il a rétracté sa promesse avant parce que tout simplement le bénéficiaire, il n'était pas en mesure d'acheter directement, qu'il lui fallait du temps et que le temps malheureusement a joué contre lui. Voilà, donc voilà un arrêt qui, vous le comprenez, donc est assez riche de plein de choses différentes. D'abord parce que la Cour de cassation accepte de revenir sur sa propre doctrine, deuxièmement parce qu'elle fait un revirement de jurisprudence par anticipation, un revirement de jurisprudence prospectif, troisièmement parce que sa jurisprudence antérieure n'était peut-être finalement pas aussi délirante, mais ça vous montre l'influence que peut avoir la doctrine, en tout cas les universitaires, qui ont réussi à briser en fait cette jurisprudence dans le droit qui est actuellement en vigueur avec l'article 1124 et à briser en fait et à réussir à introduire dans le droit légiféré leur solution. Eh bien ils ont par contre-coup, entre guillemets, conduit la jurisprudence de la Cour de cassation à évoluer. Voilà, donc je trouve que c'est un arrêt qui est très intéressant et qui risquera de faire couler énormément d'encre. Je vous remercie, on se retrouve à bientôt.